Ce week-end, la Formule 1 est aux États-Unis et comme je vous l'avais promis, on va faire un point sur les liens entre notre sport et ce pays, notamment pour l'avenir. Il y a quelques semaines, je vous parlais du Qatar et du Moyen-Orient comme un des nouveaux pôles de l'avenir de la Formule 1. Eh bien, il y en a au moins un autre, ce sont les États-Unis. Alors la première question, c'est pourquoi? Pourquoi les États-Unis sont-ils le futur de la Formule 1? En quoi sont-ils un des prochains pôles importants? La raison principale, c'est le réservoir immense de fans américains qui a le potentiel pour venir booster l'audience et donc les intérêts de la Formule 1. L'exemple, c'est ce qu'il s'est passé aux Pays-Bas ces dernières années, évidemment autour de Max Verstappen, où l'audience et le nombre de fans a considérablement augmenté et s'est accompagné d'une présence sur beaucoup de circuits, notamment Spa, ainsi qu'un retour de Zandvoort. Il y a une vraie F1 mania aux Pays-Bas, il y a un feu qui a pris au sein d'une communauté qui ne cesse de grandir, et bien ça, ce rêve des Pays-Bas, la F1 espère le transporter aux États-Unis. Et ce qui fait encore plus rêver, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a 16 millions d'habitants. Aux États-Unis, il y en a 330 millions. Clairement, c'est un gros réservoir. Et en plus, beaucoup d'entre eux ont déjà une vraie culture du sport auto. L'IndyCar, le NASCAR, les courses mythiques comme l'Indy 500 ou encore tout un tas d'autres catégories. Et puis surtout, une vraie appétence chez eux aussi. Le sport auto est une religion. On a donc un gros réservoir de fans qui en plus s'y connaissent en sport auto et qui, par-dessus le marché, sont de très bons consommateurs, ce sont des clients modernes. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout ailleurs, tu as un public qui peut payer. Payer pour regarder la course, payer pour acheter des produits dérivés, payer pour se rendre au circuit, payer pour prendre l'abonnement F1 TV, etc. etc. C'est clairement un genre de public qu'on aime bien avoir dans la poche. Et tout ça dans un pays qui sait créer un show, qui sait dérouler un storytelling, et donc qui va t'apporter énormément niveau image, niveau sponsor, niveau popularité, etc. etc. Disons que si l'Europe est l'ADN historique de la Formule 1, les États-Unis ont le potentiel pour devenir l'ADN bling bling, ceux qui garantissent la hype dans le monde entier. Pour la Formule 1, les États-Unis sont une vraie terre promise, pour des raisons économiques évidemment, mais pas que, il s'agit là aussi de capitaliser sur la vague de popularité qu'on connaît actuellement pour trouver une nouvelle génération de fans, nouvelle génération qui sauvera la pérennité de notre sport. Et oui, c'est un des immenses défis actuels de tous les sports mondiaux, il y a énormément de concurrence, il y a un accès beaucoup plus libre à tous les sports, et donc faut assurer sans cesse des nouveaux fans. Le mauvais exemple, c'est un petit peu le tennis, qui est un petit peu en train de perdre la jeune génération et qui se pose plein de questions. La F1, elle, a la chance d'avoir la hype avec elle, faut en profiter, faut aller chercher aujourd'hui, maintenant, des nouveaux fans, et il y en a beaucoup potentiellement aux États-Unis. Bon, le constat paraît assez clair, on comprend assez vite en quoi les États-Unis pourraient devenir un des prochains pôles importants de l'avenir de la Formule 1. Maintenant, la grande question, c'est comment? Comment on va chercher ces nouveaux fans qui sont le prochain step de notre grosse popularité? Eh bien, je vais aborder avec vous quelques pistes. Le premier argument, il est basique, il est ultra simple, mais c'est sûrement le plus important, c'est le fait d'être sur le sol américain, d'être là, de courir, de créer l'événement. S'il ne fallait qu'une preuve pour montrer l'importance d'être dans le pays, il n'y a qu'à voir ce qu'il se passe ce week-end, un partenariat entre la F1 et la NBA, une des plus grosses ligues du monde, Gasly et Leclerc qui vont avoir un match des Bucks de Giannis avec Tony Parker, une presse et un public américain totalement à fond, une écurie aussi mythique que McLaren qui va jusqu'à changer son blason pour l'occasion, un nombre hallucinant de pilotes qui sortent un casque spécial pile pour ce Grand Prix là. Quand la F1 est aux États-Unis, il se passe un truc. On attend ce week-end le record d'affluence sur un simple Grand Prix de Formule 1. Je sais pas si on réalise à quel point c'est dingue, il y a un engouement monstrueux. Être revenu à Austin était une superbe chose, ça fait désormais 9 ans que la F1 court aux États-Unis, ça compte, ça s'inscrit dans le paysage. Le froid d'Indianapolis 2005 et la période de creux qui en avait suivi semblent désormais totalement derrière nous. On est reparti sur de bonnes bases entre la F1 et les États-Unis. Mais le problème d'Austin, c'est que c'est loin, c'est au fin fond du Texas, on constatait auparavant une petite baisse d'intérêt d'année en année, et puis, il faut le dire, le public d'Austin n'est pas forcément le public que veut viser la Formule 1, elle veut un public plus strass et paillettes qui pourrait rapporter plus d'argent.
Alors perso, si ça tenait qu'à moi, on ne courrait que sur les plus beaux circuits du monde, ce serait le seul critère pour décider, mais évidemment on n'est pas dans ce monde-là, l'économie rentre en jeu forcément. Et c'est pour toutes ces raisons que la F1 a décidé d'aller à Miami à partir de l'an prochain, et ça colle totalement. C'est la côte, il y a la mer, il y a les stars, on est à côté du Hard Rock Coffee Stadium, voilà. Je dis pas que c'est génial et que j'adore, mais on est pile poil dans ce que la Formule 1 recherche. D'ailleurs, on a très bien compris que c'était ça l'objectif du Grand Prix à Miami, que c'était pas du tout le sportif. La preuve, on a pris un parking, on y a mis 3-4 barrières, ça fait un circuit complètement dégueulasse qui a aucun intérêt sportif. Mais voilà, l'intérêt c'est de dire Miami plus F1, ça claque, tout le monde va mettre des billets, ça va claquer, ça va faire parler, c'est bon pour le business. Au passage, le fait que les États-Unis soient le seul pays à avoir 2 Grands Prix l'an prochain montre bien ce que la F1 veut faire avec ce pays, à quel point c'est super important d'aller là-bas, d'insister. On parle même potentiellement d'un 3e rendez-vous américain. Un retour d'Indianapolis aurait un côté émotionnel et historique complètement fou, culturel même, mais il y a aussi plein d'autres circuits. N'hésitez pas à me donner vos circuits américains préférés, où la Formule 1 pourrait peut-être rouler un jour. Un autre domaine dans lequel la Formule 1 va beaucoup investir et continuer de pousser à fond, c'est la stratégie digitale. Arme fatale absolue aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'information et du partage instantané, à l'heure des belles images, mais aussi à l'heure de contenu plus profond. Alors il y a déjà la série Netflix Drive to Survive, si vous voulez savoir ce que j'en pense en détail, j'y ai déjà consacré une vidéo complète remplie de points positifs et négatifs. Comme vous, je ne suis pas forcément fan de la série, elle me dérange sur tout un tas de points, il y a des choses vraiment que je ne cautionne pas dans cette série, mais force est de reconnaître que c'est une porte d'entrée absolument exceptionnelle pour tous les novices, et force est de reconnaître que ça a clairement porté ses fruits en termes de vagues d'engouement, de chiffres d'audience, d'intérêt. Il y a une révolution, Drive to Survive, on peut clairement le dire. En plus, c'est un pur produit américain, autant dans sa conception, sa réalisation ou bien sa forme. Voilà, il y a du bruit, il y a des explosions, il y a du drama, il y a du cliché, voilà, tout ça se marie bien. Je préférerais évidemment que la série arrête d'aller trop dans cet extrême-là et ramène un petit peu de justesse, de vérité et de pédagogie, ce qui ferait pas de mal même à des fans novices. Mais force est de constater que Drive to Survive, ça cartonne et ça fait un bien de malade à la Formule 1. Et une fois que les gens ont été attirés par la série, une fois qu'ils se sont attachés à quelques pilotes, une fois qu'ils ont envie d'en savoir plus, bam, on leur propose la F1 TV, qui est une plateforme absolument dingue pour tout fan de Formule 1. Il y a tout dessus, je ne sais pas si on réalise la chance qu'on a. Quand on voit 20 ans en arrière, c'était la galère pour voir un seul petit replay. Aujourd'hui, on a tout en un claquement de doigts. Les essais, les qualifs et les courses en direct, avec la possibilité de choisir votre caméra, vos angles, de regarder uniquement le live timing ou de suivre le pilote de votre choix. Vous avez également tous les replays de toutes les courses, de toutes les caméras, de tous les pilotes disponibles à la seconde. Vous avez toutes les courses en replay depuis 1980. Vous avez des documentaires, vous avez des insides, vous avez des analyses complètes de la part d'experts de la Formule 1 qui expliquent super bien. Vous avez des bonus, vous avez des produits exclusifs. C'est complètement dingue. Et en plus, la F1 TV est une plateforme digitale complètement intelligente avec une superbe interface et qui colle parfaitement à l'ère moderne où les abonnements mensuels à 5 ou 10 € se multiplient. La F1 a complètement su faire sa révolution digitale avec l'aide de Netflix grâce à la F1 TV, mais aussi, comment l'oublier, avec la révolution des réseaux sociaux, la chaîne YouTube qui s'est mise en action, il y a plein de contenus tout le temps exclusifs, profond, léger, des replays directs, c'est instantané, c'est génial. Et puis il y a les réseaux sociaux de la Formule 1 qui se sont extrêmement développés et qui ont pris un boost absolument phénoménal. Sur les 2 dernières années, je crois qu'on a doublé le nombre d'abonnés, alors que dans le même temps, des ligues comme la NBA ont stagné, et il y a même des ligues comme la Champions League par exemple qui a régressé en termes de nombre d'abonnés et de nombre de fans. Donc la F1 aujourd'hui est le sport le plus en vogue du monde. Dernier point sur tout ce qui est digital, c'est la diffusion TV. Alors si je ne me trompe pas, aux États-Unis, le deal avec NBC avait été plus ou moins cassé pour proposer un petit peu de gratuit sur ESPN. Bref, en tout cas, là encore, on retrouve la stratégie de la porte d'entrée. Et ce qui est très important à dire sur ce sujet, c'est que je crois que les droits s'arrêtent fin 2022. Va donc y avoir une renégociation
et je serais très curieux de voir le montant. Je pense que ça va être un record et j'ai hâte de le comparer avec les autres sports type le foot, etc. Je pense que là, on va vraiment mesurer le nouveau pouvoir de la Formule 1 aujourd'hui. Enfin, après l'accélération de la présence sur le sol américain et le déploiement d'une stratégie digitale hyper agressive à multiples branches, je pense que ce qu'il faut pour marier définitivement la Formule 1 et les États-Unis, c'est un pilote. Et oui, on le sait, il y a un immense besoin d'identification. On le voit en France par exemple avec comment la victoire de Gasly a redonné un vrai boost à la popularité de la Formule 1, et on le constate aussi quand on voit que les pays suivent généralement à la télé les sports où ils ont une chance de gagner. Imaginez demain un pilote américain qui entre en Formule 1, imaginez l'impact médiatique que ça aurait au pays, imaginez les audiences, imaginez l'intérêt des fans, imaginez l'explosion des chiffres de Drive to Survive et de la F1 TV. Clairement, c'est le rêve à la fois des Américains, des promoteurs américains et aussi de la F1, faut pas se mentir. En plus, il faut dire que l'histoire des pilotes américains, elle est assez maigre, notamment depuis 1990, où nos collègues outre-Atlantique n'ont eu à se mettre sous la dent qu'une pauvre pige d'Andretti, Scott Speed, Alexander Rossi, et c'est tout. Ouais, pour faire décoller les audiences, y a mieux. En vrai, l'histoire américaine en Formule 1, c'est 3 pilotes. C'est Phil Hill, c'est Marco Andretti, c'est Eddie Cheever. Allez, on peut rajouter Dan Gurney, Peter Evson et Rich Inginter. Mais bon, vous avez compris le délire. Alors forcément, la nouvelle question, c'est qui ? Qui pourra être ce pilote talentueux qui portera l'espoir de toute une nation, qui entrera le prochain en Formule 1 avec des espoirs de peut-être y gagner ? Et bien malheureusement, actuellement, je ne vois que très peu de candidats. À vrai dire, sur le sol européen, actuellement, je n'en vois que 2. Logan Sargent, bientôt 21 ans, 3ème de F3 en 2020, est tout fraîchement arrivé dans l'académie Williams. Je crois vraiment à son talent, il mérite largement de faire une saison en Formule 2. Maintenant, a-t-il le niveau Formule 1 ? Peut-il être celui qui va porter les États-Unis sur ses épaules ? Je demande encore une grosse confirmation. Il y a aussi Jack Crawford, lui n'a que 16 ans, donc il a le temps. Le natif de Charlotte a déjà fait 2ème de F4 allemande et est protégé par Red Bull. On va le laisser faire une 2ème saison en Formule 3 et on verra ce qu'il a dans le ventre, mais il faut reconnaître que le potentiel peut être là. Et enfin, il y a Colton Herta, 21 ans, 7ème, 3ème puis 5ème en IndyCar. Avant ça, il avait fait 2 fois le podium général en Indy Light, qui est un petit peu la F2 américaine. Son talent est donc certain. Il est sûrement le pilote américain le plus en vogue actuellement et sûrement aussi peut-être le plus près. Donc pourquoi pas, on verra de quoi son avenir peut être fait, on verra bien. Mais bon, en dehors de ces 3 noms-là, j'ai du mal à imaginer un candidat. Même si ça aurait beaucoup moins d'impact à mon sens, cela peut aussi passer par une écurie qui créerait un engouement derrière elle. Haas a complètement foiré là-dedans, mais n'avait jamais eu un soutien complètement dingue. Actuellement, on entend beaucoup parler d'Andretti. Voilà, ça peut être une piste. Enfin bref, vous l'avez compris, à l'image de ce qui s'est passé aux Pays-Bas autour de Max Verstappen, je pense que si l'amour entre la F1 et les États-Unis veut décoller dans des sphères encore plus hautes, va falloir un jour un pilote qui crée quelque chose derrière lui. L'histoire d'amour entre la Formule 1 et les États-Unis est en train de prendre. Drive to Survive a créé un vrai phénomène, les audiences sont en train d'exploser, il y a un 2ème Grand Prix sur le sol américain qui a été annoncé, ce week-end à Austin recueille un engouement complètement fou, et par exemple, la course de Bahreïn cette année a été la course de Formule 1 la plus regardée de tous les temps aux États-Unis. Il se passe un truc. Un truc qu'on a tout intérêt à essayer de pousser au maximum pour des raisons économiques, mais aussi pour assurer une nouvelle génération de fans. Mais attention, au milieu de tout ça, il ne faudra pas se perdre en chemin, il ne faudra pas trop se dénaturer, il ne faudra pas trop se travestir pour séduire de nouveaux publics, d'autant qu'on le sait, le changement ça plaît généralement très peu aux anciens fans, et parfois ça ne marche pas vraiment avec les nouveaux. Donc s'il vous plaît, messieurs de Liberty Media et de la F1 et de la FIA, ne faites pas trop n'importe quoi avec ce beau produit que vous avez entre les mains.
Après le Moyen-Orient, nous venons donc de voir pour quelles raisons les États-Unis seront un des pôles importants de l'avenir de la Formule 1. L'Europe dans tout ça balle un petit peu dans un entre-deux, il y a beaucoup moins d'argent à aller chercher, mais en même temps c'est le cœur historique, le cœur culturel et le cœur de fans de la Formule 1 encore à l'aujourd'hui. Il y a encore un dernier pôle qu'on pourrait peut-être évoquer bientôt dans le futur, c'est l'Asie et plus particulièrement la Chine, mais j'attends éventuellement que quelques nouvelles tombent pour l'aborder. Bien, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Allez également dans la description, vous verrez le lien de mon Twitter où je passe tous mes week-ends à débriefer ce qu'il se passe en piste. Donc venez nombreux. Moi je vous laisse avec Enzo Ferrari qui regrette que l'Italie n'ait plus connu de pilote depuis 2011 et les départs à la retraite de Liuzzi et Trulli. Non, Giovinazzi n'a jamais existé. A bientôt.